La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le travail, après le travail, l'indépendance, mon enfant, mesdames, messieurs, excellente journée dominicale à tous. Merci de nous être fidèles tous les dimanches. Dimanche, jour de repos cette semaine. Dimanche ne sera pas seul, puisque demain les Togolais vont prolonger leur repos. Ainsi en ont décidé les autorités togolaises. Le Conseil des ministres a précisé les raisons qui ont motivé cette journée fériée, chômée et payée, permettre un regain d'énergie et de vigueur après les célébrations du 27 avril et du 1er mai. Comment comprendre une telle décision? Les Togolais sont-ils contents de prolonger ainsi leur week-end? Écartés entre deux grandes célébrations, le sont-ils aussi autour de cette citation de l'écrivain ivoirien Bernard Dadier qui trace les rapports étroits qui existent entre travail et indépendance? Mardi, à la célébration des 61 ans de l'indépendance du Togo, les fils et filles de ce territoire ont pu sans doute mesurer les chemins parcourus et les défis qui restent à surmonter. En gros, les défis du développement et du vivre ensemble, des défis qui jalonnaient déjà il y a 60 ans les méandres des combats pour l'indépendance. Durant ce laps de temps, les Togolais ont-ils travaillé assez? Ont-ils travaillé assez les terres du pays, exploité assez les ressources minières, cultivé assez le vivre ensemble et la prospérité partagée, et défini de manière consensuelle les grandes lignes du développement? Ce 1er mai, ils ont célébré le travail. La journée des cahiers de doléances a été répétée tel un scénario de film bien assimilé, puisque les acteurs que sont les travailleurs ne réclament que de meilleures conditions de travail et de vie. Les travailleurs de la presse, occupés à parler pour les autres, parlent de plus en plus d'eux. Ils multiplient aussi les rendez-vous. Les tout derniers, l'assurance maladie et la semaine de la presse, que contient ces deux gros dossiers. Quelles vont être les retombées pour les hommes et les femmes des rédactions du pays? Demain, quand les Togolais, dans leur majorité, seront en train de se reposer, les journalistes et agents des médias ne connaîtront pas les mêmes privilèges. Les soldats de l'information et du divertissement resteront au front. Puisqu'un front peut en cacher un autre, celui des patriotes pour la démocratie FPD a des soucis. Le président Dimon Oré, interpellé jeudi, est accusé d'atteinte à l'honneur, de troubles aggravés à l'ordre public et d'outrage envers des représentants de l'autorité publique. L'ancien ministre de la Communication n'a fait cette semaine que du Dimon Oré, des critiques parfois très acerbes et dont il a les secrets. Ces critiques font écho au Tchad, puisque cette semaine, le sentiment anti-français a pris du galon à N'Djamena. Des manifestants ont dénoncé la France-Afrique, brûlé des drapeaux français. Dans cette atmosphère qui continue de fumer, le Togo tente d'apporter probablement ces solutions. Le ministre Robert Doucet était auprès de la junte militaire. Pendant ce temps, le président béninois Patrice Talon accuse ses voisins de projets de déstabilisation. Les invités du jour sont de la presse. Ils sont Tchanyao Arimiyao, le président du CONAP, le Conseil national des patrons de la presse privée, Isidore Akolo, le patron du patronat de la presse togolaise, et Isidore Kouanou, secrétaire général du syndicat des journalistes indépendants du Togo. Les numéros du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. La mise en œuvre de l'émission est assurée par Romaric Freitas. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ah. C'est pas habituel de recevoir les patrons de la presse un dimanche, jour de repos. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Non, pas du tout, puisque nous devons répondre à l'appel. C'est ça notre boulot. Les patrons, souvent les patrons les dimanches, c'est pas libéré. C'est à l'intérieur du pays, c'est pour se reposer. Mais Théo, tu sais que nous ne maîtrisons pas nos agendas. Donc, on peut nous appeler à tout moment et on répond. Surtout que le journaliste, il n'est jamais au repos. Quand les autres fêtent, le journaliste, il est toujours à l'œuvre. Président Tchanyao, est-ce que c'est la même chose chez vous? Je crois que c'est un plaisir de répondre à des appels des gens. Il faut que nous démontrons aux citoyens que nous sommes des soldats de la République, comme vous l'avez dit. Des gens qui éclairent, qui illuminent la population. Et donc, même au repos, si nous devons nous retrouver ici pour faire quelque chose qui apporte un plus à notre pays, c'est avec plaisir que nous le faisons. Bien, merci. Nous allons longuement parler de la presse togolaise et de tout ce que vous apportez à la nation togolaise. Parfois, certains ne vous comprennent pas, certains vous lancent des pics. Le temps de revenir à tout ce qu'on dit de vous, nous allons évoquer un sujet qui particulièrement m'a touché cette semaine. Il s'agit de toute cette ferveur, cet amour, ce patriotisme marqué à l'endroit des Togolais qui ont représenté le Togo à ce concours international des Voice Afrique francophone. On a beaucoup parlé de Fogan toute cette semaine.
Comment est-ce que vous analysez tous ces soutiens? C'est pas habituel pour les Togolais de soutenir d'autres Togolais, notamment des talents. Bon, je crois qu'il faut dire que les Togolais ne s'entendent pas que seulement au niveau de la politique. Et quand les Togolais se retrouvent, par exemple dans le sport, par exemple dans les domaines artistiques, comme cela fut le cas avec notre porte-flambeau à The Voice, les Togolais sont soudés. C'est pour cela d'ailleurs que tout le temps, quand l'occasion s'y prête, nous demandons aux autorités de notre pays de renforcer au niveau du sport et de la culture, parce que à ce niveau précis, les Togolais sont confondus. Ils deviennent un et savent en ce moment que les couleurs, les drapeaux togolais sont à défendre, et c'est ce que nous avons senti hier avec le truc de The Voice. On a vu des profils changer au cours de cette manifestation. Vous avez eu ce sentiment-là que les Togolais ont sans doute évolué dans leur manière, dans leur façon d'accompagner d'autres talents, notamment venant du monde culturel. Non, cette fibre a toujours existé. Seule la politique qui nous divise dans ce pays. Et hier, même bien avant hier, les gens se sont mobilisés pour porter au Fogan. Quand on dit Fogan, là, je me dis, il faut dire, c'est Fogan. Ce n'est pas parce que Claudicé a dit Fogan et tout le monde se dit, a dit Fogan, Fogan, Fogan. C'est Fogan, le grand frère. Non, mais en fait, c'est son nom, vous le connaissez alors? Mais c'est Fogan. Ce n'est pas parce que Claudicé a dit Fogan et puis tout le monde dit Fogan, 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 Fogan. Même nos compatriotes, au lieu de rectifier le tir, Fogan, qui va se retrouver? C'est Fogan. Bon, cette mobilisation, on l'a saluée. Je tire chapeau à notre star, qui est Emmanuel Chéhi, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Au moins, lui aussi, il a apporté sa pierre à l'édifice. Ça, c'est à saluer. En dehors du ballon rond, aujourd'hui, au moins, tous les Togolais se sont retrouvés derrière la musique. Malheureusement, ça n'a pas porté son fruit, mais il ne faut pas baisser les bras. Continuons. Et je pense que c'est une très bonne chose. Si mes informations sont bonnes, ce n'est pas la première fois que le Togo se distingue ainsi durant cette manifestation. Évidemment. Il y a... Comment faire pour que cette flamme-là ne continue pas à brûler, et continue pas à aller de l'avant? Oui, tu sais, je vais rappeler, il y a le fils de, comment appelle-t-on, Adamadi de Bodokou, qui était allé en Côte d'Ivoire remporter le premier prix. Et personne ne l'a soutenu. Il y a la demoiselle qui avait eu les Voice, première édition. Victor Diakou. Victor Diakou. Personne ne l'a soutenu. Donc c'est vrai qu'au Togo, nous avons des talents. Nous avons des talents. Il va falloir qu'on développe une politique culturelle pour pouvoir pousser les talents à s'éclore et à émerger. Pierrot, je voudrais faire remarquer que cet élan, cette mobilisation autour de notre compatriote Fogan, je rappelle que c'est Fogan, l'écriture même c'est Fogan avec 2 N. C'est pas Fogan, c'est comme ça qu'on l'écrit. Ah bon? Oui. Cette mobilisation de ça montre que ce qui nous unit en fait au Togo est plus grand que ce qui nous divise. C'est ça. Aujourd'hui, quand on parle de la politique, là, tout le monde est divisé, chacun a son opinion. Mais quand on parle du football, de la culture, de la musique et autres, vous allez voir que tout le monde se met ensemble pour défendre une seule et même position. Donc voilà, c'est ce que nous a encore démontré cette participation de Fogan à l'émission The Voice la dernière fois. On a constaté que c'est la politique qui nous divise à vous écouter. Mais comment faire pour que justement, au niveau même de la politique, on puisse s'attendre sur l'essentiel? Ça, c'est ce qui se fait ailleurs. À un moment donné, même en politique, on s'attend sur l'essentiel. Oui, je crois que à ce niveau, il doit être fait un travail en interne au sein de tous les partis politiques. Parce qu'après tout, ce sont les partis qui portent le flambeau et l'étendard de la politique au plan national et international. La division que nous vivons, c'est que une fois qu'au Togo on finit des élections,
Il n'y a jamais d'ailleurs eu une élection au Togo où on n'a pas contesté. Et quand on conteste, on ne trouve pas les moyens de mettre à temps fin à la contestation. Et on y reste là. Et quand ceux qui portent le pays et ceux qui sont aux affaires sortent ou posent des actes, même des actes qui vont dans l'intérêt de toute la nation, même en interne comme à l'extérieur, les contestateurs trouvent toujours les moyens de faire entendre loin du pays que ça ne va pas chez eux. Et c'est ça qu'il faut corriger. Moi, je crois que ça doit être une éducation qui doit commencer d'ailleurs même dans nos écoles pour faire en sorte que les enfants qui étudient aient cette fibre patriotique et qu'on apprenne aux Togolais à être disciplinés, responsables et à aimer et respecter les institutions. Parce que je crois que c'est le refus de respecter les institutions sous prétexte qu'elles ne sont pas là de façon orthodoxe que tout cela se passe. Et je voudrais dire que ceux qui contestent se mettent en tête que demain, ils peuvent être aux affaires et que le fait inverse peut se produire. Donc, que chacun sache que une fois qu'une institution est mise sur pied avec des structures bien hiérarchisées, il faut que tout citoyen mette du respect derrière ces institutions et que chacun soit fier. Parce que quand moi je vais à Paris et je rencontre un Béninois ou je rencontre un Congolais, je n'ai pas besoin de lui dire que mon pays c'est le dernier sur l'échiquier panafricain. J'aimerais quand même dire que mon pays est le bon. Parfois, nous nous exposons en mal devant les gens qui sont pires que nous. Même question. Oh, oui, je ne peux qu'aborder dans le même sens. Cette fibre de patriotisme n'existe plus il y a très longtemps. Les Togolais ne se retrouvent plus dans la gestion quotidienne du pays. C'est ce qui fait que beaucoup se disent que bon, si au niveau du sommet de l'État, il y a des problèmes, qu'est-ce que moi je préfère faire? Ce civisme a quitté les rangs des Togolais. Je m'en donne pour preuve, depuis ce moment, la fête de l'indépendance qui devait nous unir, nous divise toujours. Pour quelles raisons? Il faut se poser beaucoup de problèmes, de questions, et apporter des réponses. Et cela émane plus de ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Ça ira à leur actif. Dans le développement de Géniao, il a mis le doigt sur un aspect très important, l'organisation des élections. En réalité, selon lui, les Togolais, en période élection, relativement même au plan politique, ils peuvent s'entendre. Mais le fait qu'il les divise beaucoup plus, les élections, c'est leur contestation par la suite. Non, c'est d'abord, il faut se poser la question, est-ce qu'on a eu à organiser des élections propres au Togo? Est-ce que la vérité des urnes a été toujours proclamée? C'est là où il y a la division. Si vous suivez tout le processus, depuis l'enregistrement jusqu'à par moment à la campagne électorale, il n'y a pas de grabuge. Même le jour de vote, il n'y a pas tellement de grabuge. Mais c'est à partir du jour de la proclamation des résultats que les contestations fusent de partout. Et on se pose beaucoup de questions. Pourquoi le Togolais ne peut pas transcender ces anicroches et organiser une élection propre, de telle enseigne que celui qui a gagné les élections les gagne proprement et que ceux qui ont échoué reconnaissent leur défaite. C'est tout le problème. Oui, mais maintenant, interrogeons-nous quand même sur le rôle éventuel que la presse peut jouer pour faire renaître ce sentiment patriotique, même au-delà des élections, après les élections, et quand vous perdez les élections, la manière de les contester. Comment faire justement pour que la presse joue un rôle qui impacte la suite du processus dans notre pays, impacter positivement? Oui, Pierrot,
je ne savais pas que tu allais poser cette question-là, parce que c'est là que moi je voudrais rebondir, hein, parce qu'au-delà des politiques, l'opposition, le pouvoir qui n'arrive pas à s'entendre sur le minimum, il y a nous, les journalistes, qui sommes au centre, hein, de tout cela. Aujourd'hui, quand vous voyez la presse togolaise même, il y a de nos confrères qui se substituent aux politiciens. On croirait que c'est eux-mêmes, hein, à qui appartiennent les partis politiques. Et avec leur développement, leurs écrits et tout cela, et rarement on y trouve d'objectivité. Aujourd'hui, vous allez constater avec moi, vous le constatez tous les jours, qu'il y a une bipolarisation de la presse togolaise qui ne dit pas son nom. Bipolarisation de la presse togolaise qui ne dit pas son nom. Vous allez voir des gens qui sont catégoriquement proches du pouvoir et d'autres qui sont catégoriquement proches de l'opposition. Et là, quand les gens vont faire des analyses, que ce soit dans la déclaration, dans le parler ou dans les écrits, vous allez voir transparaître la position du journaliste, alors qu'ailleurs, bon, il est vrai qu'ailleurs, on voit tout cela, mais au Togo, la situation devient un peu plus alarmante, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, quand nous disons que nous voulons avoir cette fibre patriotique dans la politique aussi, et taire nos égos, nos divergences, il faut que la presse aussi joue ce rôle-là, hein, d'être neutre, impartial dans les débats politiques. Mais oui. Non, je crois qu'il faut qu'on se situe dans la réalité, dans le contexte réel de notre pays. J'ai évoqué ici que la difficulté que nous avons par rapport à cet amour, à ce patriotisme que nous relevons au niveau du sport et au niveau de la culture, c'est lié aux élections. Mais quand on me dit qu'on n'organise pas bien les élections, je voudrais revenir dire ici que depuis toujours, le Togo a toujours bien organisé ses élections. Je m'explique. Les élections, ce n'est pas un beau matin, on se réveille, on dit « Ah, aujourd'hui c'est les élections, on y va ». Il y a un processus. Et nous sommes Togolais, nous sommes de la presse. Nous voyons comment quand le processus électoral s'ouvre au Togo, au fur et à mesure qu'on avance dans le processus, on a des contestations qui s'arrangent. Où l'opposition, par exemple, dit « Ici, nous ne sommes pas d'accord. L'enrôlement, vous avez fait cas tout à l'heure, comment on enrôle les électeurs, qu'est-ce qui se fait, la CENI ». Nous voyons comment, au niveau de chaque pont du processus, il y a des problèmes jusqu'à un jour où on se met ensemble d'accord d'aller aux élections avec des dates qu'on convient d'y aller. Et quand on le fait, et que les opposants et ceux qui sont aux affaires, tout le monde s'accorde à aller à cette élection, ça veut dire qu'à un moment donné du processus, on est content, on est d'accord, c'est pour ça qu'on y va. Par exemple, les dernières élections qu'on a organisées. Mais tout le monde a vu le début du processus jusqu'à la veille, et tout le monde était d'accord que bon, les conditions sont réunies, on y va. Parce que moi, par exemple, je ne vais pas aller à un concours où j'ai su que du début jusqu'au jour de l'examen, je n'ai pas les conditions minimales pour pouvoir réussir. On y va pour réussir. Mais si j'accepte et j'y vais, ça veut dire que je vais également accepter. Quand les résultats viennent et je ne suis pas d'accord, je conteste en apportant des preuves. Vous n'avez souvenance, nous sommes des journalistes, il faut qu'on ait le courage de le dire. Depuis, moi j'ai 54 ans, les élections auxquelles j'ai eu quand même l'âge de suivre concrètement le processus, il y a toujours eu des contestations, mais à la fin, il n'y a jamais eu apport de preuves. Et dans tous les pays du monde, quand on fait des élections, vous me direz que c'est le propre de l'Afrique, vous allez intervenir quand je vais m'arrêter, c'est le propre de l'Afrique, mais il y a des dispositions nationales et internationales qui vivent, où on amène des gens pour observer, l'arbitrage des élections. Quand on finit chez nous, le vrai problème que moi je suis en train de constater, nous avons un problème au Togo, quand certains gagnent, d'autres trouvent toujours que l'élection n'a pas été propre. Le jour que d'autres vont gagner, ils diront que c'est enfin des élections propres qu'on a eues. C'est pour cela que je dis, il faut une culture du respect des institutions. Je ne peux pas accepter que la CENI, là, qui organise cette élection, est une CENI bien. Si elle n'est pas bien, je n'y vais pas. Je ne suis pas forcé d'aller à une élection quand je sais que je ne vais pas gagner pour aller contester sans preuve. Voilà, en réalité, la question, pour que le débat
pour lequel je vous ai convié ne soit finalement transposé sur l'organisation des élections. En réalité, c'est le positionnement de la presse par rapport aux faits politiques dans notre pays qui nous intéresse. Et Oui. Isidore Kounou a soulevé une question importante, le positionnement de la presse. Il a parlé de presse bipolarisée. C'est vrai que ce n'est pas seulement au Togo que la presse est bipolarisée, même dans les grands pays. Mais comment faire pour qu'on arrive à distinguer le journaliste, les professionnels et de l'acteur politique, parce que c'est de cela qu'il s'agit aussi. Sur les médias, il arrive que le journaliste est carrément confondu à l'acteur politique. Oui, même partout ailleurs, il y a des presses d'opinion, que ce soit aux États-Unis, en France, il y a des presses d'opinion. Tout dépend maintenant du traitement de l'information et de la maîtrise des genres rédactionnels. C'est là où nous avons un sérieux problème. Ne pas confondre le commentaire des faits. Quand tu es dans le factuel, qu'on sache que tu es dans le factuel. Mais au Togo, le drame, c'est que même sur les faits, nous n'arrivons pas à nous entendre. C'est très grave. On dit que les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Je n'ai pas rien à quiconque ici. Mais sur les faits au Togo, nous n'arrivons pas à nous entendre. C'est là aussi le drame. Mais comment comprendre ça? Mais c'est ça la bipolarisation. Vous n'arrivez pas à vous départir des faits. Des faits. Je m'en donne pour preuve. Tchaniao vient de faire son développement au niveau de l'institution en charge de l'organisation des élections. En 2010, je n'ai plus revenu là-dessus. Quand le vice-président dit que, monsieur le président, quel résultat tu proclames? Comment on peut interpréter ça? Et qu'est-ce que la presse quel rôle la presse a joué? Quand même, au niveau de l'institution, on n'a pas fait de plénière, mais on a déjà des résultats. Mais si on fait, prenons ce fait-là, pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Nous sommes en 2010, les élections, oui. On se rappelle, Francis Pedro qui débarquait en direct à la proclamation des résultats et qui contestait. Quelle devait être l'attitude de la presse au lendemain de cet événement où... Ça, c'est les faits. Oui, sur ces faits-là. Sur ces faits-là, on retarde que, bon, il y a un dysfonctionnement criade au niveau de l'institution. Ça doit être la déduction de la presse. Évidemment. Ça, c'est les faits. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Tu sais, moi, quand je suis à des débats du genre, je me dis que nous sommes Togolais, on se connaît. Quand vous me parlez de Francis, Francis, au départ, était journaliste. Et subitement, il a dit qu'il a finalement pris des positions politiques, qu'il est devenu politicien. Et ce que Francis a fait, quelqu'un d'autre peut le faire si nous ne sommes pas sérieux dans notre pays. Demain, il peut y avoir une CENI ou quelqu'un qui dit que je suis politique. Je me retrouve dans... C'est pour cela que nous travaillons à ce qu'on ait des CENI techniques. Un homme d'un autre parti, membre de la CENI, pouvait surgir quand il voit que les résultats ne vont pas à sa faveur. Non, Tchaniao, non, je peux t'arrêter parce que la proclamation des résultats, les faits, parlons des faits. Isidore, oui. Je voudrais que nous nous donnons le temps de parler. Ah ouais. Okay. Je parle après et tu parles. Ah ouais. Okay. Je dis que celui qui a surgi pour dire quel résultat on donne. Si moi également j'étais de cette CENI et je vois que on est en train de donner des résultats, je suis politique. C'est pour ça que je dis que travaillons, nous sommes allés en 2010 maintenant, alors que le monde avance. Moi, je suis en train de dire que les Togolais doivent travailler à avoir des techniciens un peu partout. Quand vous mettez les politiciens à la CENI, ils ne peuvent que travailler pour leur parti politique. Et quand on donne les résultats, et sciemment, quelqu'un est en train de voir que son parti perd, il peut surgir et dire ce n'est pas les résultats. Depuis là, jusqu'à ce jour, reprenons le dernier cas. La DMK a dit avoir gagné ces élections. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent pas à dire nous avons gagné les élections. Soyons sérieux. Les journalistes que nous sommes, on doit travailler effectivement sur les faits, mais on a besoin aussi d'avoir le minimum de preuves. Quelles preuves? Ceux qui disent avoir gagné récemment. Revenons sur le tapis. Et parlons sérieux. Quelles preuves nous avons eu? On a refusé de traiter. Donc ça doit être une déclaration. Ce sont des déclarations. Ce sont les déclarations qui se font tous les jours. Okay. Les discours qu'on nous tient. Mais un résultat, quand je dis que j'ai réussi au bac, c'est que j'ai mon relevé, je donne mes feuilles, les gens voient que bon voilà, c'est la note que j'ai eue.
Mais maintenant, quand les gens sont sur les faits de déclaration, vous êtes à la CENI, vous êtes dans les CELI, vous êtes partout. On vous dit, donnez-vous votre procès verbal, vous n'arrivez pas. Mais vous dites que vous avez gagné. C'est de ça que je parle. Et je dis que si nous acceptons les règles de jeu, il faut qu'on les accepte au bout. Ceux qui réclament avoir gagné sans preuve auraient pu, quand ils savent que ça ne marcherait pas, refuser de participer à la... Bien, c'est noté. En réalité, ça doit être, selon vous, les questions que les journalistes de la presse peuvent se poser. Non, ce qu'on va faire, on va écouter Isidore. Non, tu permets. Non, on risque d'éluder le problème. J'aurais pu terminer en quelques secondes. Au fait, en quelques secondes, c'est pour dire que le vice-président n'a pas surgi comme ça. Il était revenu d'une concertation. Remontons au fait. Quand les présidents ghanéens et autres étaient venus, et on leur a dit, allez faire les compilations. Le temps de quitter cette réunion, on proclame déjà les résultats, sans avoir eu de plénière. Oui, ça, c'est le fait. Oui, par exemple, si c'est fait, quelles devaient être les attitudes de la presse en réalité? L'attitude de la presse, ça dit que au sortir de cette rencontre avec Alassane Ouattara et comment appelle-t-on, le président ghanéen, quel temps la CENI avait eu pour faire la compilation? Donc ça peut être des questions que... Des questions. Ok, on va écouter maintenant Isidore Kouanou. Oui, merci beaucoup. J'ai vu les deux patrons en train de se lancer les pieds sur ces questions. On essaie de comprendre. Oui, vraiment. Oui, moi aussi je reviens, je retourne en 2010 pour parler de cette élection-là. Je me dis, quand... le président Tchaniao dit tout à l'heure que les gens n'ont pas de preuves pour contester cette élection-là, je m'inscris un tout petit peu en force là, parce que les résultats qu'on avait proclamés en 2010, c'est les résultats de combien de bureaux de vote, combien de centres de vote, parce qu'on n'a pas réussi, ou bien on n'a pas fini de compiler tous les résultats des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire avant la proclamation de ces résultats. Et là, c'est le président de la CENI qui s'est levé lui-même devant les caméras pour proclamer les résultats, alors que les autres membres étaient en réunion dans la salle. Donc tout cela, quand vous voyez cela, vous allez voir, vous pensez qu'il y a une volonté de saper les choses qu'on avait fait en cette année-là, l'élection 2010. Ceux qui ont prétendu avoir gagné cette élection, eux-mêmes aujourd'hui, ils reconnaissent, ils vont reconnaître en leur âme et conscience que cette élection-là n'a pas été claire, n'a pas été transparente. Juste ajouter quelque chose. Et le président même de l'institution a dit qu'il paraît que j'ai mal restitué. C'est une phrase qui... Isidore, est-ce que vous permettez que je vous pose des questions? Ok, d'accord. En réalité, le but c'est de comprendre. Ok. Je vous ai écouté, vous les trois, vous vous êtes posé des questions autour de cette élection de 2010 ou de 2020. Les questions de preuves, les questions... Non, je suis d'accord avec mon ami Tchaniao que quand tu dis que tu as gagné des élections, il faut apporter des preuves. Oui, mais en fait, on a constaté que vous vous êtes posé un certain nombre de questions. C'est les preuves qui nous permettent à nous, les journalistes, de pouvoir avancer. Est-ce qu'à chaque élection, vous avez cette attitude-là, ou ces attitudes sont parfois détournées? Parce que si vous vous posez ces questions, qui sont des questions tout à fait logiques, au sortir d'une élection, on ne va pas vous reprocher un certain nombre de faits. Et quand vous reproche aujourd'hui, on estime que vous vous retrouvez carrément à la place des acteurs politiques. Même si vous posez logiquement des questions, qui sont des questions comme celles que vous venez de poser, est-ce qu'à chaque élection, ces questions-là reviennent? Si c'est vrai, répondez. À ce plateau, je voudrais saisir l'occasion pour féliciter toute la presse togolaise. Parce que les journalistes togolais, ils font un travail incommensurable et bien professionnel. Quoi qu'on dise, nous sommes des professionnels. À chaque élection? Non, mais écoute, à chaque élection, si. Parce que j'ai dit, et je reviens sur ça, qu'une élection est un processus. Nous avons connu plusieurs élections, il ne faut pas qu'on se fige sur une. On a connu l'élection de 2020, les gens ont contesté, n'ont pas apporté de preuves. Avant, on a connu également... 2005. Je voulais parler des communales. Les élections locales. Je voudrais qu'on me dise également s'il y a eu des contestations et que les gens ne connaissent pas aujourd'hui le poids de chaque parti. Parce que là, je n'ai pas senti carrément la grande contestation. Les Togolais se connaissent.
Nous connaissons notre histoire. À moins que nous, journalistes à ce plateau, qu'on se refuse de dire certaines vérités. Vous voyez, nous sommes en 2021. Attendez quand 2025 va arriver, vous verrez comment les politiciens vont commencer par s'activer. Pour dire quoi? Pour dire que les gens veulent gouverner. Les gens veulent aller à la gouvernance du pays. Mais ils ne veulent pas poser les fondations nécessaires. Il y en a carrément qui ont dit on ne veut même pas aller aux élections législatives parce que nous ne voulons pas être à l'Assemblée. Mais on les a trouvés, ils sont revenus au communal. Mais ils n'ont pas contesté. Et les contestations, pour le dire vrai, ne sont pas sensibles quand ce n'est pas la présidentielle. Et c'est pour cela que j'ai dit que c'est la grande gouvernance, le perchoir, le grand perchoir qui intéresse les politiciens togolais. Et quand on me dit, Isidore a dit que nous sommes bipolarisés. Nous sommes bipolarisés parce que, en amont, nous avons refusé de nous entendre. Si nous nous entendons, on sait, Isidore est journaliste. Je le suis. Kouanou, il est journaliste. Tu es journaliste. Mais est-ce que nous savons que notre métier est plus fort que tous les autres pour nous? Non. Ça veut dire qu'à la base, nous avons refusé d'être un. Et c'est pourquoi, de façon éparse, nous travaillons nos dossiers. Et c'est pourquoi, de façon divisée, nous démontrons à tout le monde que nous sommes là pour telle personne. Que nous sommes. Et quand quelqu'un dit même l'objectivité, vous voyez parfois, c'est la seule presse togolaise, c'est ici seulement que tu vois des gens prendre leur bic, ils écrivent contre leurs camarades. C'est-à-dire des confrères qui écrivent confraternité. Confraternité est zéro au Togo. Je peux prendre mon bic, j'écris, je dis Isidore, mais souvent, on écrit seulement pour dire que ces journalistes-là, ils sont pro-pouvoir. On ne dit jamais que tel, ils sont pro-opposition, alors que nous nous connaissons. Ayons le courage de transcender ces petits enfantillages et de monter plus haut. Vous allez voir qu'on en fera plus. Et j'ai dit quand même, je continue pas à dire, les journalistes togolais sont des professionnels, ils font du bon boulot. Sauf que sur certains terrains, ils se refusent de faire le bon boulot. Ce que moi je retiens par rapport à l'intervention de Tchaniao, c'est le manque de planning, par exemple, pour les acteurs politiques. Est-ce qu'il vous arrive de leur rappeler cela, que bientôt c'est 2025, par exemple? Ça, il ne faut pas demander à un journaliste de le faire. Mais est-ce que c'est pas aussi... Que ce soit dans l'un ou l'autre camp, vous n'êtes pas du tout bien vu. Non, mais en fait, quand on se réfère à l'histoire politique de notre pays, ce que rappelle Tchaniao, qu'un certain nombre d'acteurs politiques se réveillent à la veille des élections, est-ce qu'il n'est pas du devoir également de la presse présidentielle de rappeler quand même que c'est des faits qui sont avérés, que les acteurs politiques ne se réveillent qu'à l'orée des élections présidentielles, par exemple? Évidemment, parce que c'est là où tout se décide. C'est ça le problème. C'est là où tout se décide. Quand on nous parle même de développement et la démocratie à la base, mais ce qui se passe chez nous, c'est le président de la République qui donne son onction ou qui trace la ligne. C'est pourquoi le fauteuil présidentiel est convoité par tout le monde. Et si j'étais politique, c'est ce que je ferais. Non, sur ma question, en réalité, sur ma question, puisque nous sommes en train... Vous êtes d'accord tous qu'il y a des crispations autour des élections et qu'après chaque élection au Togo, il y a des contestations. Est-ce qu'il ne faudrait pas rappeler quand même aux acteurs de travailler, par exemple, sur la durée, pour qu'à chaque élection, on puisse arriver facilement à surmonter ce qui est... Mais vous me posez la question de savoir si ceux qui gagnent ont gagné en toute légitimité. Je dis non. Je dis non. Parce que les règles du jeu ont été viciées à l'avance. Peut-être on risque de retourner encore au débat antérieur. Donc, je ne suis pas politique, je ne fais que constater les choses, mais que ce soit dans l'un ou l'autre camp, quand tu le dis, tu auras des problèmes. Donc, vous ne pouvez même pas constater que... On constate. Est-ce que vous le dites souvent? On le dit, on le dénonce. On dit que, par exemple, vous lisez seulement les journaux qui sont sortis, les parutions qui sont sorties après la célébration de la fête de l'indépendance. Tout le monde dit toujours dans la division. C'est un cri de détresse de la presse togolaise. Que ce soit de ceux qui sont proches du pouvoir que de l'opposition, c'est le constat amer que nous n'arrivons pas à nous entendre, ne serait-ce que sur la date de l'indépendance. Ça, c'est déjà un déclic. La presse togolaise joue son rôle. Mais ne demandez pas à la presse togolaise de pouvoir s'inféoder et prendre position ouvertement pour tel ou tel.
C'est ce que nous Non, mais en déplorons. fait, ce n'est pas ça l'objectif de ma question. En Oui, réalité. Pierrot, je voudrais intervenir. Vous allez constater ces derniers temps, regardez un peu sur le paysage politique, il n'y a plus de débat. Ce sont les journalistes Ils font le qui débat. font le débat aujourd'hui. Et je dirais en quelque sorte qu'ils remplacent les politiques. Depuis, au lendemain de cette présidentielle de 2020, il y a un statu quo, un silence sur le plan politique. Et la question que vous venez de poser là, Mais c'est on ce- le fait, C'est ce tous les silence. jours. Est-ce que vous le relevez? Oui, on le fait tous les jours. Par exemple, nous, avant d'être suspendus par la HAC, vous connaissez L'alternative. oui, d'où je viens. Nous avons écrit un article, plutôt un gros article, pour demander à l'opposition, ou bien, je ne sais pas, aux acteurs politiques, de réanimer le débat politique aujourd'hui. Parce qu'on voit que tout est plat. Parce qu'il y en a qui contestent l'élection et puis c'est fini. Les autres sont là en spectateur, ils regardent, il n'y a plus rien. Alors que ce n'est pas à la veille des élections qu'on se lève pour préparer l'élection. L'élection se prépare Au lendemain. depuis le début. Depuis la 1 du prochain, de la prochaine élection. Donc c'est ça. Oui, mais c'était ça en réalité l'objectif de la question. Oui, En le faisant, est-ce Oui, oui. qu'on va vous tasser d'être un parti politique? Non, le problème, c'est qu'on vous demande d'appartenir à un cercle. Non, en fait, la question, c'est dit que vous écrivez dans vos colonnes que... On écrit dans nos colonnes. Eh bien, après toi, on te tasse de tel ou tel. Que tu as été vendu, tu as été fait saisir, ou tu roules pour tel ou tel. Non, mais en fait, C'est ça le problème que nous avons. Est-ce qu'en faisant ce constat-là, que les élections, et ça se gagne pour le lendemain d'une élection qui vient de passer, Oui, est-ce que en le faisant, on va vous tasser d'être acheté, par exemple? Ici. Avant de répondre à la question, je voudrais juste dire à Isidore que tout à l'heure, Isidore a dit que les gens qui gagnent les élections ne les ont pas gagnées proprement. Parce que les règles de jeu, à l'avance, étaient Vicié. viciées. Et c'est pour ça que je vais demander, je ne devais pas poser de questions. Je pose la question à l'opinion de voir que si je vais à un examen, et celui qui doit me noter ou m'évaluer me dit, Tchagnon, tu vas échouer. Ou bien si je vois que cet examen-là, je ne vais pas être proclamé malgré le grand boulot que je ferai, je n'irai pas à cet examen. On n'empêche aucun citoyen, parce que quand les règles ne sont pas normalisées, et que vous faites tout, vous n'arrivez pas à faire arranger, on ne s'embarque pas. Je ne monterai pas dans un véhicule où je sais qu'à 1 heure de temps, il y aura accident, je vais mourir. Je ne vais pas monter dedans. Et les gens sont conscients, avant de s'embarquer ou d'accepter aller aux élections, qui ne viennent pas à destination, nous embourber pour dire que les règles de jeu n'étaient pas, parce qu'ils ont la manette de dire non, les règles ne sont pas bien rétablies, moi je n'irai pas. On n'a jamais mis la corde à aucun ici pour dire va aux élections, sinon on te tire dessus. Les gens sont allés volontiers, ça c'est un. De deux, je continue par dire que les gens qui contestent à l'arrivée n'ont jamais donné de preuve à aucun Togolais. Et je dis maintenant que nous de la presse, je suis en train de répondre à la question que vous avez posée. J'ai dit tout à l'heure que tous les Togolais savent que c'est à la veille des présidentielles souvent qu'on sait qu'il y a des partis politiques. Isidore a dit que le débat est mieux. Il faut les distinguer, lequel? Isidore Kouanou a dit que le débat est mieux au niveau des politiciens. Et que c'est les journalistes qui sont en train de faire le travail. À ce plateau, nous sommes en train de mettre nos idées. Nous sommes en train de faire des constats de journalistes. Mais loin d'ici, quelqu'un peut dire que Kouanou, c'est un journaliste unir. Il peut dire, un autre peut dire que lui, c'est de l'opposition. Ou on peut dire maintenant que Tchagnon, là, c'est un journaliste unir. C'est les gens qui nous taxent. Tout simplement. Parce que nos analyses ne riment pas avec ce qu'ils pensent dans leur cerveau, dans leur chambre. Et je crois que la presse togolaise, elle va continuer par faire sans regarder tous ces petits commentaires d'à côté. Mais je dis aussi que les journalistes, nous attirons l'attention des politiciens. Tous ceux qui ont été aux élections en 2020, c'est moi qui vais leur dire qu'en 2025, il y a des échéances. Ils le savent. Tous les partis politiques savent. Et s'ils veulent, quelqu'un dit ici, Isidore Akolor a dit que ce qui intéresse pour le développement d'un pays, c'est le fauteuil présidentiel. Et je dis que c'est faux.
Quelqu'un qui veut aller au fauteuil présidentiel doit pouvoir, au niveau de la base, avoir d'abord les communes, gagner les communales, avoir beaucoup de maires, aller aux législatives, avoir beaucoup de députés. D'ailleurs, dans les pays responsables, quand quelqu'un a beaucoup de maires, il a plusieurs députés. Ce quelqu'un dit, son parti a tout ça là. Quand il se positionne, les autres s'éclipsent. Parce que le vrai pouvoir commence avec la base. Celui qui a plusieurs maires, ça veut dire qu'il a un ancrage, il est partout, il a des gens qui travaillent sur le terrain, il développe le pays. Le jour qui vient dire, ah, donnez-moi votre onction, je vais vous diriger, les gens vont aller. Mais ici, chacun connaît son poids. Et je dis que l'avenir, pour les élections de 2025, c'est aujourd'hui que ceux qui veulent aller doivent Non, en fait, je pose une question, parce que vous aviez dit tantôt que les journalistes togolais font correctement leur job et professionnellement, il n'y a rien à redire par rapport à leur prise de position. Ce constat-là, est-ce que c'est un constat que vous partagez, vous? Dire que nous n'avons pas des choses à nous reprocher, c'est trop dire. Aussi, il y a des petits trucs à régler. Je ne dirais pas que la presse togolaise est la plus médiocre de la sous-région. Seulement, nous avons des choses à nous reprocher. Et ce n'est pas sur les antennes que nous allons le dire. Et j'avais dit tout de suite que notre talent d'Achille, c'est les mélanges des genres rédactionnels. Le journaliste peut prendre position. Mais quel genre va-t-il emprunter pour le faire? Séparer les faits des commentaires. C'est ce que moi j'ai pu relever. Si nous arrivons à dépasser ça, c'est fini. Qu'on ne dise pas que le journaliste ne s'en tient qu'aux faits. Non. Tu peux prendre position sur un sujet d'actualité, mais faire usiter le genre qui y convient. C'est là où nous avons des petits réglages à faire. Nous, comme dans tout corps, il y a toujours des brebis galeuses. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Est-ce que les brebis galeuses, justement, ne sont pas en train de prendre tout le corps finalement en otage, puisque de plus en plus on reproche plein de choses à la presse togolaise? Oui, des brebis galeuses, bon, il y en a, nous devons avoir cette humilité de le dire dans notre corporation. Il y en a, mais comme Tchaniao l'a dit tout à l'heure, la presse togolaise, les journalistes togolais sont professionnels, ils font du bon boulot. Par exemple, dans un contexte aussi politique qui est hostile, même aux journalistes à la recherche des désinformations, quand bien même nous avons une loi qui permet aux journalistes d'avoir accès à l'information, même quand vous demandez cette information-là à l'administration, c'est la croix et la bannière. On vous fait toute une misère avant d'avoir accès à ces informations-là. Parfois même, vous n'avez pas accès à ces informations-là. Donc, comment est-ce que les journalistes font, où est-ce qu'ils passent pour avoir accès à ces informations, pour livrer à la population? C'est en ce sens que je crois que Tchaniao disait tout à l'heure que les journalistes font du bon boulot, qui sont professionnels. Mais il y a vraiment des brebis galeuses dans la corporation. Et parfois, quand vous voyez certains journaux, quand vous voyez certains écrits, et quand vous voyez, vous entendez parler de certains journalistes, vous allez dire, mais ça c'est quoi encore? Et notre combat maintenant, c'est de faire en sorte que ces brebis galeuses-là soient hors d'état de nuire, n'entachent pas la corporation, le métier, ce métier noble que nous exerçons ici dans ce pays. On sait que vous venez du journal alternatif, votre journaliste se sont dit depuis quelques temps, et comment est-ce que vous passez ces moments assez difficiles? Ah oui, Pierrot, comme vous le savez tous, moi je suis en chômage technique depuis 3 mois. On nous a donné 4 mois, donc c'est en juin que ça va finir, l'ascension finie. Ah oui, nous sommes là. Notre quotidien se résume à animer nos pages Facebook et autres avec les informations que nous avons. Et les dossiers que nous avons, nous les préparons pour rebondir en juin, à la rentrée. Et puis, les gens savent aussi que nous animons notre page YouTube avec l'émission, l'autre journal que nous faisons
chaque semaine. Donc voilà, c'est ce à quoi nous nous occupons pour le moment avant la grande rentrée en juin prochain. Quand on évoque l'accès à l'information, on sait très bien qu'au Togo, c'est relativement difficile, mais votre journal particulièrement est spécialisé dans la publication d'un certain nombre de sujets qui parfois pour certains sont très osés. Comment est-ce que vous vous y prenez? Oui, c'est le journaliste d'investigation. Hein, c'est comme ça, il faut toujours chercher l'information. Il y a quelque chose, un déclic, hein, une information, ou bien une nouvelle que vous apprenez et qui vous fait un petit déclic dans la tête. Voilà, quand nous voulons, ou bien essayons de creuser, hein, autour de cela. Par exemple, je vais prendre un petit exemple. Le dossier que nous avons sorti sur les faux médicaments, entre-temps là, c'est un petit reportage que nous avons vu, hein, sur TV5 Monde, qui parlait des faux médicaments en Afrique et autres là. Donc nous nous sommes dit à la rédaction, voilà, ces histoires de faux médicaments, on en parle aussi au Togo. Mais il faut que nous creusons pour voir qui sont les acteurs, les tenants et les aboutissants. Et c'est en ce moment que nous avons élaboré un petit projet d'investigation et nous avons commencé cela jusqu'à aboutir à l'article, au dossier que nous avons publié entre-temps. C'est comme ça que nous le faisons. C'est comme ça que nous avons fait aussi dans le cadre de Petrol Gate qui nous vaut aujourd'hui, hein, c'est pas une plainte à la justice en juin, je crois que c'est en mai ou en juillet plutôt, le 8 juillet, nous allons encore retourner à la cour d'appel pour cela. Et nous sommes dit, au-delà des informations, le factuel que nous faisons, des reportages et autres là, il faut que nous arrivions à creuser, à voir ce qui ne va pas, à voir qu'est-ce que fait celui-ci, que fait celui-là, la gestion, hein, des affaires publiques. Comment ça se fait? Qui sont les acteurs? Comment ils le font? Mais ça vous attire des ennuis quand même. Oui, ça nous attire dans la nuit. Les gens ne nous aiment pas. Même ceux que nous défendons, ceux-là même, nous haïssent. Président Tchaniao, en réalité, certains journaux, notamment alternatifs, ont connu des moments difficiles. Le journal est suspendu depuis quelque temps. Est-ce qu'à la longue, par exemple, ces types de suspensions ne vont pas conduire un certain nombre de parutions à pratiquer ce que nous appelons l'autocensure? Non, je crois que nous partageons la difficulté que traverse l'alternative en ce moment. Même notre confrère de l'Indépendant Express, à qui le récépissé a été retiré, et dont toute la rédaction est aujourd'hui au chômage, nous sommes en train de compatir avec eux tous. Là-dessus, comme les affaires citées sont au niveau du tribunal, la seule prière et le seul souhait que je vais continuer par faire, je voudrais saluer par rapport à tout cela le fait que la dernière fois nous avons pu avoir une rencontre avec les préposés de la communication dans les différents ministères et de certaines sociétés et institutions. Nous devons, pour parer à toutes ces difficultés, égrener beaucoup de formations, c'est-à-dire des séries de formations. Nous avons chacun tour à tour parlé de la loi qui permet l'accès à l'information, l'accès facile à l'information. Mais également cette loi, il faut qu'on la perce. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai découvert la dernière fois, que j'ignorais par exemple. Je peux donner un exemple. Il m'a été dit la dernière fois que dans cette loi, quand par exemple un journaliste veut faire des recoupements auprès d'un ministre, d'un ministère, il lui faut 30 jours. C'est-à-dire qu'il écrit, demande que j'ai telle préoccupation, et le ministère reçoit. Le journaliste attend une réponse en 15 jours. Posons-nous la question. Est-ce que nous le savions ainsi? Nous prenons souvent nos téléphones, on appelle un ministre, on lui dit, monsieur le ministre, je veux faire tel, j'ai appris ceci. Le ministre, parfois paniqué, dit, je vous reviens. Et pas, nous prenons nos articles en disant tout simplement, contactez au téléphone, le ministre a dit ceci. Alors que la loi que nous évoquons ici
dit qu'on attend 15 jours. Et après les 15 jours, nous devons encore attendre 15 jours parce que le ministère peut dire, nous ne sommes pas prêts, donnez-nous encore 15 jours, ça fait 30 jours, un mois. Et là, le professionnalisme, l'éthique et la déontologie nous interdit de publier parce qu'on n'a pas encore eu la version de celui à qui on est en train de demander à avoir sa part de version. Et en dehors des 30, on nous dit qu'il y a encore un moratoire de 15 jours. Avant, ça fait 45, c'est ce qui m'a été dit la dernière fois. On va y revenir. On va revenir là-dessus pour parler. Même si c'était les 30, est-ce que très souvent, nous sommes informés comme tel que quand on veut recouper au niveau des institutions État, il faut observer les 30 jours. Mais dans un monde où l'information va très vite, oui, mais 30 jours, est-ce que c'est pas... Oui, mais c'est ce qui est dans la loi. Ou bien, la presse s'organise pour voir à ce qu'on revoit cette loi. Parce que je sais que notre travail, c'est de courir derrière les informations et c'est de donner ça au plus pressé. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'on nous appelle la presse. Parce que nous sommes pressés d'avoir des informations et de façon pressée de les porter à la connaissance du public. Malheureusement, voilà une grande contrainte que je venais de découvrir à la faveur de la rencontre d'échange avec les proposés de la communication. Donc, nous autres, au niveau des organisations patronales ou professionnelles, nous ferons en sorte qu'il y ait des séries de formations pour d'abord nous faire découvrir beaucoup de choses que nous ignorons et aller prendre bras le corps ces formations que nous aurons pour les mettre en pratique. Cela nous éviterait peut-être certaines situations. Dans 8 minutes, nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission et finalement, finalement on ne va plus parler de... Du 3 mai. Vous parlez du 3 mai. Oh, oui, mais au fait, ce que vient Vous êtes en de train de dire... parler du 3 mai. Oh, oui, ce que vient de dire Tchanyao, je m'en félicite parce que beaucoup de gens n'ont pas connaissance de cette loi d'accès à l'information et à la documentation publique. Ce qu'il vient de dire, c'est vrai. Mais pour les autres, c'est un mois. Pour les journalistes, c'est 15 jours pour avoir les résultats. Si vous n'avez pas, vous relancez. Et quand vous n'avez pas, vous allez traduire l'institution devant les tribunaux pour rétention d'informations. C'est ce que je voulais souligner. Et ce n'est pas au ministre. C'est la personne ressource à laquelle il faut s'adresser. Ce n'est pas le ministre, ni le chargé de communication, ni le directeur de communication. La loi a prévu quelqu'un qui est chargé de le secrétaire général. Les techniciens. C'est à lui que vous devez adresser votre courrier. C'est ce que je voulais ajouter. Donc la série de formations qui va avoir lieu va permettre à tous les journalistes d'être au parfum du contenu de cette loi, n'est-ce pas? Oui, c'était 2018 que ça a été voté. Demain, donc, ce sera le 3 mai. Nous sommes en train de célébrer d'ailleurs le 3 mai, le 3 mai, ce 2 mai déjà. Chaque année, cette journée est célébrée et à un moment donné, on se pose la question si effectivement elle apporte quelque chose à la presse, dans le monde en général, au Togo en particulier. Oui, évidemment, ça ne peut qu'apporter quelque chose parce que c'est une occasion de faire le bilan de l'année, de faire l'état des lieux de la presse. Et c'est important. Et nous avons un baromètre. Baromètre, c'est Reporters sans frontières, qui chaque année au moins publie en avance l'état des 180 ou 81 États qui se font jauger sur des critères objectivement parlant. Si vous voulez, on va les énumérer plus tard. Allez-y. Donc, oui, les critères, c'est quoi? C'est le pluralisme. À ne pas confondre que la pluralité. C'est parce que vous avez beaucoup de journaux, 1000 parutions, 1000 radios. C'est pas ça le pluralisme. Le pluralisme, c'est de donner la parole même aux minorités. Et est-ce que ça se fait dans nos organes respectifs? C'est la question qu'il faut se poser. Et surtout dans les médias publics. Aujourd'hui, on ne voit plus de débats contradictoires dans les médias publics. Quand on a eu à le connaître dans les années 90, l'autre regard, vous vous en souvenez? En dehors de ça, il faut l'indépendance des médias. Est-ce que nous sommes indépendants? Si vous voulez être indépendant, donc vous serez économiquement asphyxié au Togo. En dehors de l'indépendance,
la qualité du cadre légal. Là, le Togo est champion de par le monde. Le cadre légal, le Togo est champion. C'est là où nous engrangeons beaucoup de points. En dehors de ce qui était la sécurité des journalistes. Quand même. Je ne vais pas vous rappeler comment on a arrêté 3 journalistes qui étaient allés juste recueillir les propos d'un certain chef traditionnel. Et on a effacé tout ce qu'ils ont vu dans leur enregistreur. Voilà des situations que nous déplorons. Mais au final... L'environnement économique, Tchagnon vient de le dire. Est-ce que nous avons un environnement économique propice à l'émergence des presses dignes de ce nom? C'est ce qui pousse beaucoup à aller vers des petits... Oui. Au final, quel est le résultat du Togo? Le résultat du Togo, c'est inquiétant. Nous avons perdu 3 places. 72e à l'année dernière, l'année passée, nous sommes aujourd'hui 75e. Et la seule année où le Togo était situé dans les meilleurs, c'est en 2006. C'est 49e. Et depuis ce temps-là, c'est en dents de scie que nous évoluons. Oui, on a remarqué quand même que le Togo n'a pas véritablement progressé sur ce classement. Mais il y a un aspect qui est important pour moi, c'est sur le débat contradictoire, notamment dans les médias. Et que ça soit ce qu'il faut jouer, l'autocensure. On vient de le dire. Aujourd'hui, peu de journalistes sont enclins à dire certaines vérités. Ce qui est arrivé à notre confrère l'Alternative, dans les trucs de Petrolgate, je ne vois quel journaliste aujourd'hui va se permettre de révéler certaines informations, même si ce n'est pas des lanceurs d'alerte. En tout cas, nous, j'ai noté sur le débat public, par exemple, c'est important en démocratie, mais malheureusement, il est très difficile, par exemple, d'avoir dans un débat un acteur qui représente le pouvoir, un acteur qui représente l'opposition. Comment remédier à ça? Non, mais je crois que ça provient de comment les états-majors des partis eux-mêmes se sont organisés. Vous savez qu'il y a dans tous les partis d'ailleurs de notre pays, vous ne pouvez pas rencontrer un secrétaire général, vous ne pouvez pas rencontrer un vice-président et puis paf, il se lève, il vient répondre librement. Il faut qu'en interne, les gens analysent. Au sommet même. Non, mais en interne, quand je dis en interne, c'est pour le parti. Parce que, vous savez, il y a un constat au Togo. Quand vous prenez des positions, quand vous faites des choses, ne pensez pas que les gens ne vous suivent pas. C'est de la même façon qu'un politique ne doit pas dire n'importe quoi et à n'importe où. Il doit s'assurer qu'il a l'onction de son parti dans son ensemble. Parce que quand tu viens au nom d'un parti et tu prends une position, ça engage tout le parti. Et si tu glisses, ça veut dire que tu as fait glisser toute la structure. C'est pour cela que l'accès à la prise de parole de ces responsables des partis-là est difficile. Mais nous, pour parler du 3 mai, pour parler de la liberté d'expression de presse, je crois que quand quelqu'un est étranger, moi j'ai beaucoup d'amis qui viennent d'autres pays, quand ils lisent nos titres, ils disent que nous sommes libres ici. Quand les gens viennent au Togo, ils lisent les titres. Les gens s'attaquent au PR, les gens s'attaquent au Premier ministre. Les gens, bon, je dis attaque, ce n'est pas notre boulot d'attaquer. C'est-à-dire les gens informent ou dénoncent des situations de façon libre. Quand nous avons les micros, quand nous avons les caméras, nous disons des choses que nous pensons normalement. Tout de suite dans ce studio, il y a eu des choses que nous avions eu à dire. Vous ne serez pas au Cameroun et tenir les mêmes propos. Je suis allé au Cameroun, j'ai fait plusieurs émissions avec les confrères camerounais. On ne dit pas tout de Biya. On ne dit pas tout du pouvoir. Parce que quand un Camerounais veut parler, il porte des gants, il ne peut pas. Donc moi j'ai dit alors que quand le Togolais est chez lui, je prie et tout le temps souhaite que tous les Togolais aient la chance de sortir du Togo. Vous avez la route à côté de vous, c'est goudronné. Vous aurez pire, plus mauvais que ça au Cameroun. Mais le Togolais te dira, ce qui est ici là n'est pas beau. Parce que le Togolais a toujours cru qu'ailleurs est mieux. Même quand nous revenons au classement. L'année passée, le Togo était 72e ou 72e. 72e, oui. Et aujourd'hui, au plan mondial, le Togo a perdu 3 points. Il est 75e. Mais dans la sous-région, le Togo a maintenu sa position. Il est 7e.
Oui, ça veut dire que toute la sous-région a reculé. Oui, mais voilà. Le recul est général. Le Togo est mieux que le Sénégal. Alors que quand un Togolais veut te dire aujourd'hui, il te dit que dans le pays... Mais donc, soyons réalistes et faisons en sorte que nous, journalistes, qu'on ait le courage de dire certaines choses. Tout à l'heure, Isidore Akolo a dit que sur le cadre juridique, Le Togo est champion. Hein? le Togo est champion, au plan mondial même. Ok, on a noté, on va écouter Isidore nous sur la même question. Oui, Pierrot, c'est pas parce que les autres sont médiocres que nous allons faire la promotion de la médiocrité. Hein. C'est parce que les autres n'évoluent pas. Le Togo aussi ne doit pas évoluer. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il faut chercher l'excellence. Oui, il faut chercher l'excellence, à dépasser les autres, hein, à quitter cette place de médiocrité là et aller vers l'excellence. C'est ce que moi je crois. Pour cette histoire de débat contradictoire sur les médias, c'est toi qui as parlé tout à l'heure de l'autocensure. Il y a des médias même qui ont refusé cela parce que la direction n'aime pas. Je me rappelle que certains journalistes aujourd'hui ne peuvent plus aller sur certaines radios parce que ce qu'ils vont dire ne plairait pas aux promoteurs de la radio, ne plairait pas. C'est ça l'autocensure. Oui, aux mercenaires, ou bien tout ça là, c'est. Il y a cette situation là au mécène. Voilà, au mécène. Oui, cette situation qui fait que ces débats contradictoires là sont inexistants sur les radios. En réalité, ces débats dits contradictoires et surtout politiques doivent être animés par les acteurs politiques en premier d'abord, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mais malheureusement, dans notre démocratie, pour l'instant, il est difficile d'avoir sur le même plateau... Je sais combien de fois tu as des difficultés à avoir des interlocuteurs. Il nous reste encore 28 minutes pour terminer cette émission et nous allons permettre également aux auditeurs de participer. Ils ont commencé par laisser un certain nombre de commentaires et de questions que je vais vous soumettre dans un instant. Mais nous allons essayer le téléphone pour avoir un premier auditeur. Allô? Bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Oui, vous êtes à l'antenne, on vous appelle comment? C'est Taoufik. Taoufik, allez-y. Bon, je salue les invités. Je profite pour saluer M. Changao et le féliciter. Je le félicite parce qu'il est à gauche. Tout ce que nous vivons dans ce pays, c'est autre chose. Et de deux, pourquoi vous êtes journaliste, vous n'allez pas qu'on vous critique. Les journalistes n'aiment pas qu'on les critique. Pourquoi? Il a parlé d'élection. Nous sommes là en 2010, lorsque Francis Pédo, qui est vice-président de la CENI, avec du nom, a fait cette compétition. En tant que journaliste qui est-ce qu'il avait approché Francis Pédo jusqu'à l'heure actuelle pour lui demander ce qui s'est passé avant de venir réagir de cette façon? Merci, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Allô? Allô? Malheureusement, il est parti. J'allais lui demander quelles sont les critiques qu'il porte à l'encontre des journalistes. Mais malheureusement, il est parti, notre ami. J'entends souvent ça aussi, que les journalistes n'aiment pas qu'on les critique. Est-ce que vous arrive? Non, en fait, d'entendre la même chose. La question est adressée au président Chanyao, mais qu'il permet que je puisse répondre. Oui. Au fait, nous les journalistes, nous ne sommes que relayeurs d'opinion. Et nous avons nos lignes éditoriales. Il faut que chacun puisse le comprendre. C'est comme une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est pour schématiser, hein, c'est la même réalité. Le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Que les gens comprennent ça. Ça, c'est plus compliqué pour les auditeurs. Non, le verre à moitié vide, c'est la même réalité. Quand je dis que le verre est à moitié vide, je parle de la même réalité que l'autre qui dit que le verre est à moitié plein. Donc, c'est que nous avons deux prismes, deux appréciations du verre.
Mais nous parlons de la même réalité. Ah oui, pour dire plus simple, pour que les auditeurs puissent comprendre. Oh, je ne sais pas comment le dire. Hein. C'est-à-dire que le verre... C'est la façon dont ce média-là regarde. Ou regarde le verre. Ah ouais. Donc, c'est que celui qui dit que le verre est à moitié vide, c'est qu'il n'est pas content. Il veut plus. Ou il en veut plus. Celui qui dit que le verre est à moitié plein, c'est qu'il est satisfait. Donc, c'est ça. Tchaniao, est-ce que... La ligne éditoriale. La ligne éditoriale, brièvement, pour les auditeurs, parce que ça fait débat. On ne comprend pas pourquoi sur un même fait, deux organes d'un même pays, des positions assez disparates. Non, bon, peut-être que vous savez que nous sommes des êtres humains. Et la même couleur peut être vue de diverses manières par chacun de nous. Peut-être que moi, je suis daltonien, ou comment on dit, quelqu'un d'autre, mais la même chose. Vous confondez les couleurs. Et les gens, c'est... Là, c'est grave. Peut-être que quelqu'un sait, les gens qui sont de dehors, par exemple, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un débat d'éclairage sur des situations. Et les gens peuvent voir que ce que je dis est juste. Quelqu'un le voit comme ça. Et de l'autre côté, quelqu'un voit que ce que je dis n'est pas correct. Par exemple, Taoufik qui a appelé tout à l'heure, il a trouvé mes prises de position ou bien mon point de vue par rapport à la question de la CENI de Pedro Francis qu'on a évoqué. Il n'a pas adhéré à ma position. Maintenant, si je suis allé voir Pedro ou pas, il ne le sait pas. Puisque je l'ai vu, on parle de 2010. Si j'ai rencontré Pedro ou pas, là, il ne le sait pas. Il a posé juste une question. Bon, moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que le confrère, puisque c'est à moi, il a posé la question, c'est pour dire que moi, je fais remarquer, on est des journalistes, sur des faits ou des questions qui engagent notre nation, chacun donne son point de vue. C'est le mien que j'ai donné. Et pourquoi il n'a pas demandé, par exemple, à Isidore, qui a évoqué le problème, que est-ce que Isidore serait allé voir quelqu'un d'autre pour dire que la situation s'est présentée comme ça? Il a observé, il a relevé. Et l'analyse que moi je peux faire sur ce qu'il a relevé, c'est mon analyse, c'est mon point de vue. Lui qui est là, Taoufik, il n'est pas obligé de s'aligner sur mon point de vue. Mais nous sommes des citoyens, nous apportons quand même la petite, soit-elle, notre contribution pour que le pays marche. Maintenant, lui, malheureusement, n'a pas donné ses conseils et orientations, parce qu'après tout, c'est le Togo que nous voulons voir gagner. Nous avons écouté Tchaniao qui est un patron, nous avons écouté également Isidore Akolo qui est un patron, nous allons écouter un journaliste. Et vous êtes des journalistes indépendants. Est-ce que vous aussi, vous êtes influençable? Influençable. Par rapport à la ligne éditoriale, la ligne éditoriale, c'est la conviction que le journaliste ou bien le patron de presse a en créant son journal. C'est la politique du journal. Oui, c'est la politique du journal. Par exemple, quand nous prenons aujourd'hui l'alternative et Nouvelle Opinion, l'alternative et Nouvelle Opinion n'ont pas une même ligne éditoriale. Donc voilà, c'est comme ça. Et ce que va défendre Tchaniao n'est pas forcément ce que va défendre l'alternative. Donc c'est comme ça, la ligne éditoriale. Le journaliste... pourquoi? Bon, j'entends souvent ces questions-là. Les journalistes n'aiment pas qu'on les critique. Mais c'est dans les critiques qu'on sort excellent. Les critiques, c'est une très bonne chose. Quand on ne reçoit pas les critiques, quand on n'accepte pas les critiques, alors l'organe que vous animez, l'organe ne peut pas sortir grandi. Donc c'est les critiques qui nous apportent. Non, la question de Samuel depuis Vacosito, j'ai lu la question avec la suspension de l'Indépendant Express et du journal alternatif. Est-ce qu'on peut véritablement parler de la liberté de presse au Togo? Qui veut prendre cette question? Parce que j'ai plusieurs questions ici. Je peux répondre. D'abord, rectifier, et Indépendant ça n'a pas été suspendu, mais on lui a carrément retiré le récépissé. Donc, définitivement. Mais l'affaire est pendante, puisqu'il a fait appel, il a interjeté appel, on attend de voir la position de la Cour d'appel. Et il promet d'aller encore plus loin à la Cour suprême, au cas où la décision ne lui est pas favorable. Donc, c'est toujours pendant cette affaire à la justice. Parlant de l'alternative, donc ils sont déjà dans les 3 mois. Dans la conséquence, l'auditeur veut savoir s'il y a la liberté de presse au Togo. La liberté de presse est en danger au Togo.
Et je m'en donne pour preuve le classement de RSF. Quand vous lisez le rapport, c'est notre institution qui est indexée, la RAC. Et tout porte à croire que c'est le mode de désignation et la RAC se met dans une position d'organe inféodé au pouvoir. Que les gens n'ont pas la liberté de pouvoir s'exprimer. Et ça s'est illustré surtout par le désaveu d'un de leurs membres, Juste Azadouvor, qui avait dit dans l'affaire de suspension de l'alternative que la plénière, les décisions de la plénière n'allaient pas dans ce sens. Comme si l'indépendance de la RAC est mise en cause. Bien, c'est noté. Sur la même question, la liberté de presse au Togo, est-ce que cette liberté elle est en danger? Non, je crois que ce n'est pas au Togo seul qu'on vit de ces situations. Il faut que nous nous informons et qu'on voit. Quand vous voyez le comité de protection, le CPJ, tout le temps quand vous échangez avec des gens, ils vous diront comment dans d'autres pays, pas seulement en Afrique du monde, il y a des difficultés pour gérer des situations du genre. Donc si c'est arrivé au Togo, nous n'allons que déplorer ça. Mais je ne peux pas dire à ce plateau que nous n'avons pas la liberté. Si nous n'avons pas la liberté, on ne serait pas venu faire une émission à la radio ici. Nous le faisons chaque jour au Togo. Je vous dis que quand un étranger rentre au Togo, il constate que nous sommes libres. Je le dis encore, je le redirai chaque jour, qu'on ne peut pas dire que nous n'avons pas la liberté d'expression au Togo. Hier, au temps de feu général et Yadima, vous ne pouvez... Est-ce qu'il y avait les émissions? Il n'y en avait pas. Il y avait l'autre regard. Oui, l'autre regard, c'est quand les politiciens veulent se retrouver. Mais nous parlons de la presse. Est-ce que les journalistes animaient des émissions et disaient ce qu'ils voulaient? Nous, quand nous étions là dans le temps, quand vous voulez écrire un article, vous voulez mettre le nom du général, vous voulez parler de lui, vous avez quand même de la retenue, vous prenez du temps. Le pays avance. Mais quand il y a des choses qui ne sont pas bien, disons-le. C'est noté. Nous allons permettre encore à un autre auditeur le temps de rappeler que sur la question de la ligne éditoriale, il y a cette réaction de Noël Tadegnon. La ligne éditoriale représente l'ensemble des choix et décisions que fait un comité de rédaction. Évidemment. Sans doute que les auditeurs ont compris. Allô? Oui, deuxième auditeur, on vous appelle comment? Johannes, vous êtes à l'antenne, allez-y. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. Djaniro disait tout à l'heure que lorsque les gens ont l'habitude de classer certains journalistes comme des vendus, parce qu'ils sont proches du pouvoir, c'est parce que... C'est pas moi qui l'ai dit. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, je vous dis directement, c'est Isidore qui l'a dit, c'est pas moi. C'est moi qui l'ai dit. Voilà. Vous avez bien dit que parfois, lorsque vos analyses ne sont pas ce que la population veut entendre, c'est pour cette raison qu'on vous dit que vous êtes des vendus. C'est bien ça. Je pense que vous avez bien écouté. Moi, je me dis plutôt que si cela, c'est prendre les Togolais comme des ponts. Parce que quand nous vous écoutons bien vos analyses, nous suivons tous les journalistes sur différents médias. On a vos analyses, nous les écoutons bien et nous avons aussi notre jouer d'intelligence pour comprendre ce que vous dites. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que celui qui organise les élections, lorsqu'il fait tout pour vous empêcher de gagner, la solution c'est de ne pas y aller. Et je suis désolé que le boycott soit pour une solution. Alors que c'est vous-même qui, dans ce pays, avez eu à critiquer des opposants qui ont boycotté les élections en les taxant d'opposants de rue, d'opposants qui peut s'entendre à la manifestation, qui pensent que pour accéder au pouvoir, c'est pas la manifestation. Mais aujourd'hui, vous me dites que quand les élections ne sont pas claires, la solution c'est de boycotter. Finalement, quand la population qui vous écoute, qui fait ces analyses, que voulez-vous que nous parlions de nous? Que voulez-vous plutôt qu'on parle de vous? On a compris le... S'il vous plaît, on a compris le fond de votre pensée. On va permettre à Tchaniao de répondre rapidement. Oui, merci pour l'intervenant. Vous répondez? Je réponds oui. De façon... non, ben bref. C'est pour lui dire que je n'ai pas dit que les gens n'ont qu'à explorer ou s'adonner au boycott. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que quand les gens voient, puisque on a dit que le processus
vicié avant les élections. Et c'est pourquoi j'ai dit que nous avons vu comment les gens font lors des étapes d'un processus au Togo. Tantôt, les gens se disputent au niveau de la CENI, tantôt au niveau de l'enrôlement. Nous avons vu des gens ici demander qu'on arrête, que d'autres ne se fassent pas recenser après le travail qui a été fait. Ils sont revenus et ils ont demandé encore aux leurs de se faire recenser. Ça, c'est les remis-mélanges, c'est les arrangements. Donc, quand tout cela finit, et les gens disent que l'organisation n'est pas correcte, c'est de ça que je parle. Et je n'ai jamais souhaité qu'un citoyen se mette hors du jeu électoral qui l'intéresse. Je n'ai jamais dit ça. Et maintenant, quand il dit que ce que nous racontons, ce que nous disons ici, la population écoute et analyse. J'ai bien dit, et je leur dirai qu'ils l'entendent bien, que ce que je dis ici, c'est mon analyse à moi, Tchaniao. Lui qui est là en tant que citoyen togolais, s'il était à ce plateau, peut-être qu'il ne parlera pas comme moi. Mais maintenant, lui me critique, parce qu'il peut me critiquer et dire que ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que lui voulait. C'est pourquoi il me critique. Donc vous lui avez répondu. On a compris, il y a la question de Christ, le sauveur Christ. Il dit, et je lis, tous les journalistes, comme nous le peuple, disons toujours la même chose, que les choses changent et que chacun ait accès aux ressources publiques. Pourquoi tous les journalistes ne peuvent pas s'accorder autour du sujet et dire la chose de la même manière, que les choses reviennent à nos convenances? Vous avez compris? Oui, c'est ce que nous-mêmes, les journalistes, nous déplorons tout cela. Parce que nous avons fait tout à l'heure l'autocritique. Nous-mêmes, quand vous voyez aujourd'hui le paysage même médiatique, vous allez voir, par exemple, ici, moi je suis journaliste. Je vais parler en tant que syndicaliste aujourd'hui. Vous voyez, j'ai deux patrons devant moi. Président du CONAP et président du PPT. Pourquoi ces deux organisations-là ne peuvent pas fusionner pour faire une seule organisation patronale au Togo? Donc, vous allez voir d'autres associations qui sont des patrons, par exemple, Atopel pour la presse en ligne et autres. Opel, voilà, qui se battent aussi pour s'imposer sur la scène médiatique. Voilà. Et cette difficulté qu'a le Togolais, le seigneur Togolais, de se mettre ensemble pour parler du seul et même voix sur le même sujet. Ça part de la presse et ça rejaillit sur la population. Donc, aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, par rapport à cela, il faut se mettre ensemble pour parler de même voix. C'est possible. C'est une question de volonté. Non, en fait, le fond de la question. Non, la question, c'est pas ça. Le fond de la question de l'auditeur, c'est que quand c'est blanc, au Togo, pourquoi est-ce que tous les journalistes ne peuvent pas dire que c'est blanc? Oui, tu permets. Et quand vous avez posé la question sur la ligne éditoriale, j'ai dit que même sur les faits, nous n'arrivons pas à nous entendre. Et pour illustrer de façon caricaturale la ligne éditoriale, j'ai donné tout simplement l'exemple du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. C'est-à-dire que même sur les faits, quelqu'un peut voir ça autrement, selon son appréciation. Et c'est ce que Noël avait dit. Vous pouvez apprécier la chose du bon côté comme du mauvais côté. C'est l'endroit et l'envers. Donc c'est là où la ligne éditoriale, vous dire que sur les mêmes faits, vous avez des appréciations différentes, conformément à votre ligne éditoriale. Kouanou a dit quelque chose qui est aussi important, c'est la possibilité éventuelle que demain, CONAP et PPT fusionnent. Est-ce que c'est une éventualité? Oui, sans dévoiler des secrets, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces concertations, le président Tchaniao m'a approché, on discute de cela. Seulement faire remarquer que le PPT est sorti du CONAP. Tous les membres du PPT étaient membres du CONAP. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a la possibilité que vous reveniez demain. Pourquoi pas? Ok, il y a cette question. C'est à explorer. Il y a cette question. Je laisse la parole. Il y a cette question. C'est bon, votre réponse vous pour également, Tchaniao. Il y a cette question d'espoir de baie. Est-ce que la loi de 30 jours pour faire des investigations auprès des institutions est la même pour un simple citoyen? Est-ce que ce délai-là concerne également les citoyens? Non, pour les citoyens, c'est un mois. 30 jours. 30 jours. 30 jours pour que l'institution que vous avez saisie puisse répondre à votre requête. À défaut, il faut encore un mois. D'accord, 30 jours.
Donc c'est le double pour les citoyens. Bien, merci. Nous avons deux patrons, nous avons un journaliste et vous êtes en face d'eux. Il y a une question qui revient chaque année, c'est autour du 3 juin, du 3 mai plutôt, la question de la convention collective. Je ne sais pas si la question elle a évolué ou pas. Vous êtes en face de deux patrons, vous reposez la question, peut-être qu'ils auront des réponses à me donner. Je vous retourne la question, cher patron. Non, bon, je crois qu'il y a eu une évolution sur la question. Aujourd'hui, avec le ministre Ayoadan de la communication, il y a cette volonté qui est marquée. Et entre-temps, le ministre avait déjà fait un premier draft de cette convention que nous tous, on a essayé de parcourir et faire ensemble nos amendements. La dernière monture doit être déjà corrigée et tenue par le ministère. Cette semaine, la semaine que nous allons entamer, toujours dans la fièvre du 3 mai, il va y avoir une rencontre tripartite avec le ministère du Travail, le ministère de la Communication et les concernés. Les concernés, je parle des patrons et du syndicat pour échanger autour de la dernière monture et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour rapidement, ou jeudi ou vendredi, aller à la signature de la convention collective. Mais nous voulons la signer, nous, au niveau du patronat. Nous sommes en train de nous dire qu'on la signera, mais à titre conservatoire. Vous savez, comme tout le monde, comme tous les Togolais, que nous avons, en 2020, eu un nouveau code de la presse et de la communication qui est en train de nous amener à devenir des sociétés de presse. Et quand on parle de société, cela a des implications. Cela veut dire que nous allons désormais avoir des structures bien organisées. Nous allons avoir un patron, nous allons avoir un directeur de tel, un chef ceci, une grande rédaction. Et nous allons également payer des salaires à nos employés et les déclarer comme tels au niveau de la caisse et payer des impôts. Pour cela, nous sommes en train de travailler à signer la convention, mais nous le ferons à titre conservatoire. Vous gardez la parole puisque votre structure pilote depuis quelques jours la semaine de la presse. Demain, c'est le 3 mai. Est-ce qu'il y a des activités de prévues demain? Demain, le 3 mai, nous avions, au départ, il faut que j'aie le courage de le dire, on avait ensemble avec le ministère, on s'est entendu pour passer, après la lecture du rapport annuel sur les libertés par l'OTM, on s'était entendu pour passer à la signature de cette convention, mais à titre conservatoire. Mais lors de nos échanges avec les syndicats, nous avons convenu qu'il faille qu'on fasse un travail en synergie avec les deux ministères concernés pour nous entendre sur quelque chose d'essentiel avant de passer le jeudi ou vendredi à la signature là. Donc demain, vous serez à la pause comme l'ensemble des... Nous serons tous actifs avec l'OTM qui va présenter au niveau de la caisse, comment on appelle le centre? Au relais de la caisse. Au relais de la caisse à 15h, l'OTM va nous présenter le rapport sur les libertés au Togo pour l'année en cours et à partir de cet instant, nous aurons encore l'occasion de discuter, donc on n'a pas de pause demain. Il y a une question là de l'auditeur Donald Sossou, c'est sur le rapport actuel entre la HAC et les journalistes. Est-ce que les rapports sont bons et conflictuels, tendus? Non, mais en fait, entre les deux... Non, je voudrais rapidement dire que les rapports avec la HAC... Non, mais en fait, non pas vous. Je vais écouter Isidore. Non, pourquoi pas lui? Non, mais celui-là, il a assez parlé. Ah, ok. Donc, nos rapports sont confraternels. Mais, je ne vais pas vous le cacher, le PPT a fait beaucoup de remarques et pondu des communiqués ou des déclarations sur les sanctions que la HAC a eu à prendre vis-à-vis de certains organes et surtout de l'alternative. Et nous déplorons aussi le fait que, tout dernièrement, un de nos confrères a fait du bidonnage, de l'harcèlement, et la HAC s'est permis d'éclabousser toute la presse togolaise que nous assurons sans nommément citer l'organe qui est mis en cause. Ça, nous ne l'avons pas aimé et on l'a signifié à la HAC. Celui qui est fautif, qu'on le dise, ce n'est pas une occasion d'éclabousser toute la presse togolaise comme si nous attendons que à ces pratiques. Voilà les griefs que nous avons
vis-à-vis au niveau de du PPT. PPT, vis-à-vis de la HAC. Et moi, j'irais sans langue de bois. Aujourd'hui, le rapport entre la HAC et la presse, le rapport est tendu. Est vraiment tendu. Parce que lorsque une institution de régulation de la presse qui doit aider les journalistes, devient un gendarme ou bien la police derrière les journalistes, là, ça ne va pas. Donc aujourd'hui, les rapports sont tendus. Voilà, ça, je vais passer rapidement là-dessus. Mais est-ce qu'il y a possibilité de les améliorer? Oui, ça dépendra de la HAC. Et ça dépendra de la nouvelle HAC, de comment est-ce que les gens sont cooptés, sont envoyés à la HAC. Aujourd'hui, les organisations professionnelles de la presse n'ont pas droit sur les 9, c'est deux seulement. Oui, de regarder comment est-ce que les gens sont envoyés à la HAC. Et c'est dommage parce qu'il s'agit de nous. Donc nous devons être très regardants dans le processus d'élection, bien de nomination des gens, des personnes qui sont envoyées à la HAC. Et Pierre, vous permettez que je revienne sur cette question de la convention collective, parce que ça me tient vraiment à cœur. Quelques secondes. Oui. Je suis en train d'apprendre avec Tanyao tout à l'heure que la convention collective sera signée entre jeudi et vendredi. Bon, je ne sais pas encore. Bon, à titre conservatoire. À titre conservatoire. La signature de la convention collective, c'est tout un processus. Après les travaux de Palimé, nous sommes appropriés ce document. Nous avons envoyé ce document au patron. Et je l'ai dit la dernière fois, lors de la rencontre entre le patron, nous n'avons pas encore eu de retour de ce document. Et comment est-ce qu'ils ont vu les observations que les patrons ont faites sur ce document. Donc, c'est ici que vous apprenez. Oui, c'est ce que j'apprends encore, que la convention collective sera signée cette semaine. Donc, bon, on a train de voir, nous devons aller maintenant à la validation de ce document. Ça doit être un travail collégial, ensemble. Nous devons nous asseoir, patrons et syndicats, et voir quels sont les couacs de ce document, les relever, et voir comment que nous pouvons arriver à nous entendre sur le document. C'est ce que j'appelle la validation, avant d'aller à la signature. Donc, je ne sais pas si nous pouvons faire tout ça là, dans cette semaine, et signer le document. Est-ce que c'est possible? Non, je crois que tout est volonté. Donc le PT n'est pas... Non, écoutez. N'a pas d'employé. Écoutez, tout est question de volonté. Moi, je me dis que nous sommes des êtres humains. Et cette question de convention collective ne date pas d'aujourd'hui. Et tout le temps, les employés, les syndicats se plaignent. Et les patrons se résignent d'aller signer à cette convention parce que, n'ayant pas d'abord les moyens suffisants pour faire face aux conséquences que cela peut engendrer, tout le temps, on est resté à ce point à nous accuser, à nous dire le mot conservatoire que j'ai mis dedans veut dire que nous voulons dire que nous, les patrons, ce que nous refusions depuis des années, nous sommes aujourd'hui... Donc ça va être un geste symbolique, beaucoup plus symbolique. Oui, mais c'est symbolique, puisque ça ne rentre pas en vigueur. Okay, ça nous permet de passer toutes les étapes jusqu'au jour où le moratoire prendra fin et que nous serons dans le vif des sociétés qu'on nous demande à devenir. Nous aurons tout parcouru. On va écouter Isidore Akolor. C'est une volonté. Merci beaucoup. On va écouter Isidore Akolor. Et je ne crois pas que les syndicats... C'est bon, on va écouter Isidore Akolor. Non, au niveau du PT, nous sommes les tout premiers à parler de cette convention collective dès la création du PPT. Mais il faut aussi des mesures d'accompagnement. Et c'est ce que nous réclamons depuis. Tel n'a pas été le cas. Et quand on nous parle aujourd'hui, je vais faire la misère à mon président, au confrère président Tanyao, on ne peut pas signer une convention à titre conservatoire. Une convention, une fois signée, entre en vigueur. Donc, ayons le courage d'aller au-delà pour discuter des contenus. En tout cas, la discussion va se poursuivre tout à l'heure à la fin de l'émission, puisque c'est ici que le journaliste indépendant apprend qu'une convention collective va être signée au cours de la semaine à titre conservatoire. Il nous reste quelques secondes. Je vais vous passer la parole pour conclure cette émission et nous allons écouter en premier le journaliste indépendant, le syndicaliste. Merci beaucoup, Pierrot. Et d'abord, mon mot de fin, c'est pour lancer un appel à tous les journalistes, surtout les journalistes employés,
de garder l'espoir. Nous parlons de la précarité dans notre métier. Et inviter les patrons de presse à s'intéresser au travail que font leurs employés et journalistes dans les organes et faciliter un peu la vie à ces employés, leur donner les moyens, leur donner le moyen de vivre convenablement de leur métier. Bien, voilà. C'est noté. Isidore Collomb. Non, c'est d'abord féliciter. C'est une première fois que nous avons frotté nos méninges autour de ce qui nous réunit, c'est-à-dire la profession du journalisme, donc du journaliste. C'est une très bonne occasion et que ça se perpétue, qu'on arrive à parler de nous, de nos problèmes, de nos difficultés, et qu'on puisse aplaner nos divergences et aller à cette convention collective et surtout à la mutation en cours. C'est noté, on va écouter pour terminer Tchaniao Arim-Yao. Non, je voudrais nous exhorter à nous tous de faire en sorte que partout où nous sommes, qu'on sente en nous le professionnalisme, qu'on sente en nous cette volonté que nous avons toujours marquée pour faire avancer notre profession et dire aux journalistes, surtout ceux que nous employons, parce que sans eux, nos rédactions n'existeraient pas. Sans eux, la presse d'ailleurs dans son ensemble, s'il n'y a que les patrons, rien ne marchera. Leur dire que l'espoir est permis pour demain et leur dire également qu'ensemble, on peut se mettre d'accord sur ce qui peut nous permettre de propulser notre profession. Et sur cette base, quel que soit le temps, si peu que nous avons, nous ferons quelque chose pour marquer le monde. Et pour bien, merci d'être venu, Tchaniao Arim-Yao, vous êtes le président du CONAP. Merci d'être venu, Isidore Collomb, vous êtes le président du PPT. Merci également au secrétaire général du Saint-Gite pour nous, Isidore. Cette émission, elle s'achève. Merci à Romaric Freitas de l'avoir mise en onde. Je suis Pierre Ouattiolgo. Le prochain rendez-vous dès 12 avec les acteurs politiques dimanche midi. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.